Bonjour à toutes et à tous, on m'appelle Steven et on se retrouve aujourd'hui pour parler de Shadow and Bone, la nouvelle grosse série Netflix un petit peu en date, vu que Netflix a l'air de centrer uniquement son marketing dessus depuis ces dernières semaines. Mine de rien, il y a de quoi parce que Shadow and Bone est l'adaptation d'une énorme saga littéraire, il y a une énorme communauté de fans là-dessus. On compte une trilogie, deux duologies et un recueil entier de contes qui sont liés donc à cette fameuse saga Grisha. Donc on peut comprendre pourquoi Netflix en fait autant la promo et notamment on va parler d'une potentielle saison 2. Est-ce que c'est possible d'après moi? Avant ça, je vous donnerai évidemment mon avis avec et sans spoiler, histoire de vous dire un petit peu ce que j'en ai pensé. Et nous, comme d'habitude, c'est parti, on se charge de décrypter tout ça. Shadow and Bone est l'histoire d'une jeune fille qui s'appelle Alina qui se découvre du jour au lendemain des pouvoirs de lumière. Elle devient alors le seul espoir de sauver le pays entier et de battre les forces des ténèbres qui ont divisé le pays en deux depuis des dizaines et des dizaines d'années. Alors concernant l'histoire, il n'y a rien de très original on va dire, on va tout simplement suivre une jeune fille ordinaire qui du jour au lendemain littéralement va découvrir qu'elle a des pouvoirs. Du coup on va la suivre durant ces 8 épisodes à développer ses pouvoirs, apprendre à s'en servir, tout ça, des choses qu'on a déjà vu dans la saga Winx en série par exemple aussi, et aussi dans Cursed dont on ne sait pas s'il y aura une saison 2. En plus de ça, c'est vrai qu'on se retrouve un peu aussi dans un monde fantastique avec de la magie, avec des grands châteaux. Donc au premier abord, quand on commence le premier épisode, il n'y a rien de très nouveau. Et malgré tout, je trouve que cette série, on s'y prend au jeu directement et dès l'épisode 1, ça nous sert un petit peu quelque chose d'addictif avec des mini cliffhangers à chaque fois. On a envie de savoir comment ça va se passer dans le prochain épisode. Et le point fort aussi, il faut le dire, c'est que les personnages qui sont tous divers et variés, on va en parler un peu plus tard, mais effectivement sont tous très attachants les uns les autres, sauf peut-être un je trouve. On a je crois environ 7 personnages principaux, c'est quand même beaucoup, et mine de rien ça se ressent aussi dans l'intrigue parce que évidemment c'est des personnages qui n'ont tous rien à voir les uns des autres on va dire, mais à un certain moment du scénario, ils vont finir par tous se rejoindre, et mine de rien même s'ils arrivent un petit peu à développer chaque personnage correctement pour qu'on puisse s'y attacher, je trouve que ce moment de fusion entre les intrigues dure un peu trop vu qu'il arrive tout simplement dans le dernier épisode, et que du coup on trouve vraiment pas grand intérêt par moment à suivre certaines intrigues ou certains personnages. Les personnages sont tous très différents les uns des autres, très hauts en couleur même, avec des capacités aussi très différentes et pour le coup très intéressantes également. Je pense notamment au personnage d'Inej qui m'a fait beaucoup penser à Assassin's Creed, tout ça parce que c'est un espion qui fait preuve de discrétion et qui a des aptitudes au combat tout simplement insane je sais, mais malgré tout j'ai grave aimé la voir à l'écran. Alors je sais pas comment ça se passe dans les bouquins parce que je les ai tout simplement pas lus, mais je trouve que notamment l'espèce de romance qu'ils essaient d'installer depuis le premier épisode entre donc Alina et Mal, je trouve qu'elle sert un petit peu à rien et je trouve qu'elle est assez mal entretenue parce que le personnage de Mal durant toute la série va être un petit peu le chevalier qui va essayer de secourir la femme en détresse, que tu te rends très vite compte que le personnage d'Alina n'a besoin d'aide de personne vu que quand même elle a des super pouvoirs qui sont tout simplement insane. Et on pourrait croire du coup que c'est en attendant qu'elle développe ses pouvoirs, sauf que ses pouvoirs elle les développe très vite, j'ai l'impression, en tout cas assez vite pour faire un petit peu mal aux gens qui l'embêtent. Et d'ailleurs c'est un petit regret de ma part, c'est que j'avais vraiment l'impression qu'on allait la suivre un petit peu dans cet entraînement, comment maîtriser un pouvoir aussi énorme tel qu'on nous le vend depuis le premier épisode, et c'est peut-être un petit peu raccourci, il y a quelques entraînements par-ci par-là, vraiment je crois que dans un épisode tu la vois s'entraîner de différentes manières on va dire, mais après t'as pas vraiment cette impression d'ascension, de progression et d'évolution. On a le retour de l'acteur Ben Barnes que j'apprécie énormément, il a joué dans Narnia, il a joué dans The Punisher, et j'adore cet acteur, il joue très bien, mais il joue très bien parce que j'ai l'impression qu'il joue à chaque fois le même personnage, c'est-à-dire un peu le mec qui va jouer sur les deux tableaux, qui est assez on va dire manipulateur si je peux dire ça comme ça, et évidemment on en reparlera après parce qu'il y a une autre similitude avec The Punisher. Quand j'ai vu ça j'ai complètement déconné. Les personnages sont aussi un chouïa inclusif, pas trop étonnant pour une nouvelle série Netflix j'ai envie de vous dire, le plus marqué étant le personnage d'Alina qui a des origines asiatiques, et ça plusieurs fois je crois même quasiment dans tous les épisodes c'est relevé par des personnages qui la traitent vraiment comme une merde, on va pas se le cacher. Et toujours dans ce côté inclusif tu as le personnage d'Inej qui elle va avoir une notion de foi qui est religieuse et c'est confronté à un moment du scénario avec la logique, et c'est plutôt intéressant justement de démontrer ça, voir comment un petit peu c'est respecté, voir la relation de personnage, comment elle va évoluer avec la personne qui conteste cette croyance. Et évidemment pour finir le poteau rose de Netflix, il y a un personnage LGBT, c'est montré vraiment très vite fait dans la série à quelques moments, c'est un personnage en plus qui on va dire très attachant. Je salue quand même la série pour les costumes parce que je les ai trouvés mais alors tout bonnement magnifiques, que ce soit les simples costumes de soldats, les costumes
costumes un petit peu des magiciens, je sais plus comment ils s'appellent. Alors c'est vraiment une culture très ancrée, très particulière, et ça vraiment quand on regarde la série, on est à fond dans la culture, on est vraiment immergé en plein dans la série par rapport à ça. Bref, tous les costumes que va porter Alina pour la mettre un petit peu en valeur, même eux sont magnifiques et vont très bien par rapport à cette fameuse culture, et c'était vraiment un plus visuel je trouve pour la série. Et ça permet du coup peut-être de rattraper le manque d'effets spéciaux, parce que c'est pour moi un des seuls points faibles on va dire de cette série. Alors évidemment tout le speech de base est de te dire qu'il y a un monde des ténèbres, qu'il y a plein de monstres qui grouillent dans le pays, et je crois que tu dois voir genre 3-4 monstres à différents moments. Je crois dans 2 épisodes tu vois vraiment des monstres, et très vite fait en plus, et quand tu les vois c'est pas tellement si réussi que ça. Malgré tout heureusement les effets magiques sont eux plutôt bien réussis, ils ont même été malins par rapport à ça pour pas dépenser trop d'argent je pense. C'est que la plupart des pouvoirs magiques que l'on voit, on ne les voit pas, c'est un petit peu comme le pouvoir de la force dans Star Wars, c'est pas quelque chose qu'on visualise à l'écran, c'est quelque chose qu'on comprend, et du coup c'est plutôt intéressant parce que ça a permis de réinjecter très certainement le budget dans autre chose, comme par exemple les costumes. Au vu des pouvoirs qui s'affrontent, je m'attendais vraiment à ce qu'il y ait quelque chose de très visuel, de très impactant à l'écran, et au final je trouve que c'est assez bâclé, ça se passe beaucoup trop vite et c'est pas mémorable. Pour finir un peu avec les points négatifs, je trouve que la série est assez prévisible en fait. Dès le départ, dès le premier épisode, tu sais que tel personnage il va tourner comme ça, tu sais que elle va faire ça, et quelque part il y a aussi des petits rebondissements que tu ne t'attends pas vraiment en fin de saison, et ça c'est plutôt intéressant, donc là-dessus ça rattrape plus ou moins l'anticipation que tu avais eu sur certaines choses. La chose qui était intéressante aussi, c'est que ils ont on va dire incorporé une histoire à la Roméo et à Juliette, donc 2 personnes qui tombent amoureuses ensemble mais qui ne peuvent pas tout simplement être ensemble à cause des normes de la société, et ça c'était vraiment quelque chose que j'aurais trop aimé voir beaucoup plus dans le scénario, et c'est vraiment une intrigue très secondaire qui arrive un peu plus tard je crois dans le script. C'est vraiment très intéressant, et je regrette un peu du coup que cette histoire ne se lie pas directement au scénario principal de la saison 1. Du coup avant de spoiler et avant de parler de cette potentielle saison 2, effectivement c'est une série pour le coup que j'ai plutôt bien appréciée. Les épisodes se mangent tout seuls, même si par moment tu sens que ça tire un peu sur la corde au niveau de la trame principale. Et pour finir, si vous aimez Ben Barnes, mais bordel, allez voir cette série, qu'est-ce que vous attendez sur cette vidéo? Dans tous les cas, n'hésitez pas à me dire si vous allez regarder du coup cette série en commentaire, et nous c'est parti, on spoil. Alors du coup je pense que le spoil va directement commencer avec le dernier épisode, parce que moi il y a un truc qui m'a fait trop marrer, c'est Ben Barnes. Ben Barnes a encore ou va encore avoir des fucking cicatrices sur la face. Ils lui ont encore fait jouer déjà le même personnage que dans The Punisher, même si bon c'était un peu moins on va dire exagéré et radical vu que The Punisher est assez gore dans le domaine. Mais c'est un peu le même genre de personnage manipulateur qui tourne méchant, qui a le cul entre deux chaises, qui a des intentions clairement qui sont on va dire marquantes, mais qui fout tout en l'air. Et là à côté quand tu te rends compte que évidemment il n'est pas mort, oulala, qu'est-ce qu'on s'y attendait pas j'ai envie de dire, bah tu vois qu'il a des énormes griffures sur le visage, et je suis sûr qu'ils vont lui en laisser des cicatrices pour la potentielle saison 2, vu qu'on le sait tous, des cicatrices ça renforce le côté méchant. J'ai bien aimé aussi l'épisode qui est centré uniquement, ou presque je crois pour les 3/4 ou pour la grande moitié, sur le général Kirigan, qui montre un petit peu sa jeunesse, vu que apparemment je sais pas si c'est dit mais on connaît pas vraiment son âge, donc ça doit dater de plusieurs centaines d'années éventuellement. Le fait voilà de montrer que finalement il avait pas de mauvaises intentions, que on l'a cherché, et que finalement ça appuie effectivement tout son argument qui tient depuis le début. Il veut protéger les Grishka. Ah ça y est, je crois que j'ai retrouvé le nom, c'est pas magicien, c'est Grishka. Je vous parlais aussi de la fameuse histoire Roméo et Juliette, donc c'était celle de Nina et de Mathias, que j'ai trouvé grave intéressante, vraiment les deux opposés qui s'attirent en images, vraiment c'était vraiment ça. Et à la fin tu sens que cette histoire n'est clairement pas finie, vu que Mathias se fait enfermer et va être jugé pour être vendeur d'esclaves je crois, et Nina elle va très certainement rejoindre le groupe de bandits qu'on va appeler comme ça. Et j'ai hâte du coup de voir sa relation avec Jasper, qui sont tous les deux des personnages qui sont très excentriques. Jasper du coup parlons-en, parce que c'est un personnage que j'aimais pas tellement au début. Je me suis dit ok c'est le cliché du mec qui est ultra arrogant, et au final tu te rends compte qu'il y a certaines choses qu'on ne sait pas encore sur lui je pense, notamment concernant son aptitude au tir, il a des trucs qui sont totalement insane, vraiment engagez-le partout, et au final c'est vraiment un masque qu'il porte depuis le début. Tu te rends compte qu'il y a quand même une grosse sensibilité qui se cache derrière, et je suis sûr qu'on est encore loin de nos surprises. Parmi la bande je trouve qu'il y avait un personnage qui m'a vraiment pas intéressé, qui était vraiment pas au top, c'était donc celui de Casebreaker, qui au début voilà est assez mystérieux, énigmatique. Tu sens que il est très intelligent, et durant ces 8 épisodes il va tout simplement être le guide de tout ce groupe, c'est lui qui va prendre les décisions, en tout cas pour la plupart. En plus de ça c'est toujours un peu le même jeu, tu le vois jamais trop sourire. Je pensais vraiment qu'il allait avoir une relation avec Inej par exemple, et au final il s'est rien passé du tout. Tu sens que c'est pas que du business entre eux en tout cas, et tu sens que c'est un gars aussi qui est malheureux, mais le problème c'est
qu'il y a vraiment pas de nuances qui sont apportées, je trouve, à son personnage. D'ailleurs, je sais pas quel âge il a, mais j'ai l'impression qu'il est ultra jeune et pourtant ça a l'air d'être le boss, c'est un truc de fou. C'est jamais trop expliqué comment est-ce qu'il a hérité de tout ça ou comment il en est arrivé là justement. Comme je l'ai dit, il y a des plans qui sont intéressants, toute la culture, le château, le petit palace, le grand palace, toute cette fête qui est là pour montrer la nouvelle sorcière de lumière ou la reine de lumière, je sais plus comment il l'appelle, est plutôt intéressante et symbolique dans le scénario de la série. Bien aimé aussi le personnage d'Alina pour tout ce qu'elle représente, un espoir pour le peuple, et tu le vois par exemple dans cette fameuse scène de démonstration, c'est que tout ce qu'elle fait en quelque sorte c'est éteindre les lumières, mais voilà, les gens se rendent compte que effectivement c'est elle qui porte la lumière et c'est elle qui peut sauver tout le monde. Ce qui est intéressant aussi, c'est le rôle du bibliothécaire parce que dès le début en fait, il te paraît hyper chelou, t'as l'impression qu'il a de très mauvaises intentions envers Alina quand il lui chope le bras, il lui explique les choses de manière très bizarre également, et tu te rends compte que s'il faisait ça depuis le début, c'est parce qu'il savait potentiellement tout ce que prévoyait le général Kirigan et qui voulait lui inculquer des leçons qui pourraient potentiellement lui servir plus tard. Chose qui a été faite notamment avec le cerf ou encore à la fin de la série. D'ailleurs, j'ai plutôt bien apprécié aussi qu'il y a une espèce de cerf à moitié mythique, on va dire, ça m'a beaucoup rappelé les Patronus dans Harry Potter, un cerf très luisant qui représente vraiment quelque chose et qui est là pour aider, on va dire, en quelque sorte. Et du coup, pour combien de temps il sera là? Parce que étant donné qu'elle a les bois maintenant incorporés dans son corps, ça peut vouloir dire qu'il va être là pour la guider tout le temps. Vous en savez un petit peu plus sur ce que j'ai pensé du coup de cette saison 1 de Shadow and Bone. Effectivement, c'est une série que j'ai appréciée malgré quelques défauts qu'il y a par-ci par-là. Ça se digère tout seul et ça fait extrêmement plaisir de voir que même avec 7-8 personnages principaux, ils sont arrivés à les développer correctement pour que tu sois attaché à chacun d'eux. Du coup, la fameuse question c'est est-ce qu'il va y avoir une saison 2? Le souci, comme vous le savez tous, c'est que on ne sait pas vraiment de manière officielle pour l'instant s'il va y en avoir une. On attend que Netflix nous donne des chiffres. Pour l'instant, on ne sait pas à l'heure actuelle où je tourne cette vidéo si la série fonctionne en France et dans le monde. Du coup, il faudra sûrement attendre 3-4 semaines minimum avant de pouvoir avoir une réponse de Netflix. Mais déjà, ce que je peux vous dire, c'est que d'après les grosses rumeurs, partagées notamment par le site What's on Netflix, qui partage assez souvent des rumeurs qui s'avèrent être vraies plus tard, eux nous disent déjà que la série est déjà renouvelée pour une saison 2. Et effectivement, ça serait pas très surprenant, étant donné que Netflix a quand même racheté les droits d'une énorme saga littéraire. Je rappelle qu'il y a quand même une trilogie, 2 duologies, un recueil avec plein de contes qui sont tous liés entre eux. Et du coup, évidemment, on connaît Netflix, on sait ce qu'ils ont fait avec The Witcher, on sait ce qu'ils vont potentiellement faire avec le Miller World. Quand ils achètent une énorme franchise comme ça, c'est pour être productif avec. Et je pense qu'on aura soit une saison 2 potentiellement, vu que la saison 1 tease quand même une saison 2 indirectement, soit des séries spin-off autour d'autres personnages, soit pourquoi pas des trucs d'animation. Dans tous les cas, on peut se rassurer, je pense que Netflix fait assez le taf niveau marketing en ce moment pour faire la pub de la série. Et voilà, je pense que d'ici quelques jours, elle sera peut-être top 1, top 3 sur la plateforme en France aussi. Et vu qu'en plus la saison 1 tease déjà pas mal une saison 2, je pense que ça sera potentiellement pour l'année prochaine. Dans tous les cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette série. Est-ce que vous l'avez aimé? Est-ce que vous l'avez détesté? Je rappelle effectivement, si vous avez lu les bouquins, n'hésitez pas à me dire si vous trouvez que c'est une très bonne adaptation, parce que ça m'intéresse vraiment. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas le petit pouce bleu si cette vidéo vous a plu et de venir me suivre sur les réseaux sociaux pour avoir beaucoup plus de news en exclusivité et en avance. En attendant les dos, à très vite, prenez soin de vous, des bisous les dos.